À la fin de décembre 1860, le père Borghero, avec deux autres confrères et le père Planck qui les accompagne, quitte Lyon pour Marseille, où ils doivent prendre le bateau pour rejoindre le vicariat qui a été érigé quelques mois auparavant. Donc Borghero est responsable d'une équipe internationale. Il y a un confrère espagnol, Francisco Fernandez, qui est né en 1825, donc il a 5 ans de plus que Borghero, et un père français, lui Ed, qui est beaucoup plus jeune et qui n'est pas en parfaite forme. Ils montent à Notre-Dame de la Garde pour présenter à la Vierge Marie leur départ, leur aventure et leur vicariat. Ils partent le 5 janvier 61 et ils n'arrivent au Dahomey, ce qu'on appelait le Dahomey à ce moment-là, seulement le 18 avril 1861. Ils font escale à Gorée, à Dakar, etc. Comme ils voyagent avec des bateaux de l'État, ils doivent attendre que ces bateaux passent là où ils se trouvent et ils doivent attendre que ceux qui commandent les bateaux soient bien gentils pour les prendre dans les bateaux. Quand ils arrivent à Ouidah, eh bien, ils sont présentés aux autorités locales et ils vont loger au fort français. Et nous savons que les États européens, surtout, avaient tout le long de la côte des esclaves, avaient des points où ils avaient des maisons de commerce. Ils faisaient du commerce avec l'intérieur, ils prenaient des choses de l'intérieur de l'Afrique et des choses qui arrivaient de l'Europe, les échangeaient avec ces choses d'Afrique. Donc il y avait un fort français à Ouidah, il y avait un fort portugais. Après avoir passé quelque temps au fort français où ils se sont trouvés très mal, eh bien, et voilà que Francisco Fernandez et Borghero s'en vont au fort portugais. Il ne faut pas oublier que pendant le voyage, le troisième prêtre, lui, aide juste quand ils font escale à Freetown, là où les 5 autres confrères étaient morts, eh bien, lui aussi meurt et il est enseveli juste à côté des 5 autres. Au fort portugais, qui avait été abandonné par l'État du Portugal, est libre, il y a une chapelle et donc ils pensent que c'est là qu'ils peuvent être reconnus comme des missionnaires catholiques. La chose plus importante pour Borghero, c'est de pouvoir aller à la capitale du royaume du Dahomey, qui est le royaume le plus important à l'intérieur de cet État qu'aujourd'hui on appelle le Bénin, pour rencontrer le roi Gléglé et pour avoir la permission d'évangéliser le pays. Et cela ne se fait pas tout de suite, c'est seulement le 22 novembre 1861 qu'il se met en marche, Borghero, avec toute sa suite, vers Abomey. Il reçoit un très bon accueil et il est étonné et enthousiaste par cette armée d'Amazones qu'il rencontre. Et il a une rencontre nocturne avec le roi qui le considère son ami, mais devant ses demandes, le roi lui concède seulement de la conversion de ce qu'on appelle les Blancs. Les Blancs étaient de 2 catégories, étaient les Européens qui étaient sur la côte, et donc les enfants des Européens, ou les Blancs étaient aussi appelés de cette manière les anciens esclaves qui revenaient du Brésil
et qui s'habillaient et qui se comportaient comme leur patron au Brésil, donc comme des Blancs. C'est seulement avec ces deux catégories qu'il pourra avoir des contacts d'évangélisation. Pour les gens du territoire, pas question. Mais pendant sa rencontre nocturne avec le roi, et aussi avant, par l'intermédiaire de ceux que le roi avait mis à côté de lui, il fait présent au roi de tous ceux qu'il ne va pas, selon lui, dans son royaume. Par exemple, les sacrifices humains. Il dit c'est quelque chose d'abominable que vous devriez abandonner. Ensuite, vos razzias pour avoir des esclaves, parce que les esclaves, une moitié des esclaves étaient tués pour faire survivre le royaume du Dahomey, et l'autre moitié était vendue pour avoir de l'argent de l'État. Ensuite, Borguero dit au roi, vraiment, je suis étonné de la pauvreté de votre peuple, comme vous êtes toujours en guerre, et donc les gens n'ont pas la possibilité de travailler leur terrain et de pouvoir se nourrir. Et il demande ensuite, comme je viens de le dire, la liberté d'évangélisation qu'il n'obtiendra pas pour les gens du pays. Pendant son séjour en mission, comme son vicariat est très étendu, il fera de longs voyages, et c'est beaucoup de villages ou de villes qu'il rencontre. Grand Popo, Agoé, Petit Popo, Porto Seguro, Accra, Freetown, Lagos, Badagry, Porto Novo. Et ensuite, il fera un voyage très important dont je vais parler tout à l'heure, le voyage à l'île de Fernando Po, qui s'appelle aujourd'hui Bioko, et au Cameroun. Quelle est sa méthode missionnaire? Et on pourrait la résumer en quelques points. Tout d'abord, le respect vis-à-vis des autorités locales, mais tout en refusant les compromis avec les autorités locales. Et donc, par exemple, quand il négocie pour aller à la capitale du Dahomey, il négocie avec le roi, eh bien, il dit « je ne veux pas voir sur ma route des fétiches et je ne veux pas qu'on fasse des sacrifices humains en ma présence et en mon honneur. Et je ne rendrai honneur qu'à la première femme du roi. Je n'accepterai pas de payer ou de boire dans ma visite de l'eau de vie, et aucun acte devra être fait contraire à mes croyances. » Ça, c'est les choses qu'il met au clair. Un deuxième point de sa méthode, c'est la distance prudente vis-à-vis du pouvoir financier. Et en ce moment, le pouvoir financier est représenté par ces Blancs qui se trouvent sur la côte et qui font du commerce. Et Borguero voudrait que ses confrères prennent les distances de ces Blancs, parce que tout en étant baptisés, leur témoignage de vie est contraire, tout à fait contraire à l'Évangile. Indépendance aussi, c'est le troisième point du pouvoir politico-militaire européen. C'est le moment où commence la colonisation de la part de la France, de la part de l'Angleterre, à tel point que comme Borguero est assez rigide pour maintenir cette distance avec ces pays européens, on accuse la mission de Vida d'être une mission italienne. Et surtout, les choses se compliquent quand le protectorat, on crée le protectorat de Porto Novo, et la France demande que la langue de l'enseignement dans les écoles soit le français et non plus le portugais.
À ce moment, Borghero a une réaction très compréhensible et en son honneur en disant ici les gens parlent tous portugais, même les Français qui sont ici pour le travail de commerce parlent entre eux le portugais. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelques-uns qu'on doit imposer une langue que les gens ne comprennent pas. Mais à la fin, il sera obligé pour pouvoir continuer la mission à introduire le français. Et pour Borghero, il y a aussi une question, une idée importante derrière. Il dit, je ne voudrais pas que les gens pensent que chaque pays a sa langue et a sa religion. Donc l'Angleterre, si on parle anglais, donc on est anglican, si on parle français, on est catholique, etc. On dit, la religion catholique est universelle et parle toutes les langues. C'est pour cela que quand il arrivera à commencer la fondation de Lagos, il fera une grande célébration et où il dit dans son journal et dans ses lettres que ça a été une manifestation de la catholicité de l'Église parce qu'il y avait présent les Italiens, les Français, les Anglais, les Portugais, tout le monde était là, unis par la même foi catholique. Un quatrième point de sa méthode missionnaire, c'était la proximité avec les gens. Et il insiste sur le témoignage de la vie. Il faut que les gens voient que nous nous comportons selon l'Évangile. Et il donne beaucoup d'importance aux soins des malades, surtout les malades que même les gens ont des difficultés à approcher. Et donc, lui, il a appris sans doute tout au long de ses études comment soigner les gens, comment faire de la petite chirurgie ou de la grande chirurgie. À un certain moment, il demande au père Planck, qui était le supérieur général, et il lui demande « Envoyez-moi des traités de chirurgie un peu plus importants que ceux que j'ai ici, parce que pour les petites opérations, je peux les faire, mais pour celles plus importantes, il me faut des instruments et des connaissances plus grandes. » Une très grande attention aux enfants. Et donc, il veut qu'une partie de ces enfants, les meilleurs, soient et résident à la mission de Ouidah. Parce qu'il pense que c'est seulement ce contact continu avec les missionnaires détachera ces enfants de leur monde culturel de fétiches, etc. et pourra les faire grandir dans un esprit chrétien. Et il espère aussi que parmi ces gens, parmi ces jeunes gens, il y aura des candidats à la prêtrise. Et ensuite, la proximité avec les gens, pour lui, ça veut dire aussi beaucoup de patience. Et comme il aime beaucoup l'histoire aussi, et il dit, n'oublions pas qu'on ne peut pas changer la situation en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. Quand Saint Benoît, au VIe siècle, est arrivé à Rome, il trouvait que dans les rues, il y avait encore des idoles. Donc, il ne faut pas croire qu'ici, on pourra changer les choses du jour au lendemain. Et un troisième et dernier point de sa méthode missionnaire, c'est vis-à-vis de ses confrères. Et il sait qu'il est italien et que cela ne joue pas à son avantage. Tant que ses confrères avaient été ses disciples au séminaire de Lyon, il n'y avait pas de problème. Mais les suivants qui ne l'avaient pas eu comme professeur à Lyon arrivent en mission, il commence à y avoir quelques problèmes. Et Borghero, il écrit au père Planck, voilà quelles sont mes lignes de conduite vis-à-vis de mes confrères. Dans tous mes actes, de n'importe quelle nature, agir toujours non en supérieur mais en sujet,
masquer toujours ce qui pourrait signifier quelque supériorité. Toutes les fois qu'il y aura à exécuter un acte qui implique l'honneur de la supériorité, le donner sans affectation à mes confrères. Dans toutes les occasions qu'il faudra donner un ordre, tâchez de faire en sorte que l'individu lui-même puisse choisir par lui-même ce qu'il doit faire. Et dernière chose, toutefois, qu'il faudra remplir une charge pénible, le supérieur devra la prendre sur soi plutôt que de la passer aux autres. Ça, c'était sa règle de comportement vis-à-vis de ses confrères.